Et à partir de là, j'avance. Et là on m'entend. Ok. Allez-y. Bonjour à tous. Je suis assez content de présenter ce projet devant vous aujourd'hui parce que c'est un projet qui est assez emblématique de la production de l'agence et qui nous a permis de poser une partie de nos intentions, de notre philosophie de travail. Et c'est un projet qu'on a gagné fin 2016, qui a subi aussi beaucoup d'éléments, beaucoup de péripéties liées aux grands événements qu'on a tous connus ces derniers temps. Et c'est un projet qui parle aussi de transformation de la ville sur la ville et qui nous permet, à travers la mutation d'un immeuble typique des années 70, typique des 30 Glorieuses, de raconter comment est-ce qu'aujourd'hui on peut transformer des bâtiments existants, même si par leur morphologie ou leur style, ils étaient réputés comme des éléments non transformables. Donc c'est un bâtiment des années de 1970, de 50 mètres de haut, qui appartient à la SNCF. C'est ICF Habitat qui est le maître d'ouvrage de l'opération. C'est une opération qu'on a menée avec le groupe Eiffage, avec les bureaux ABPMCR pour l'aménagement intérieur de la tour et l'ingénierie. Et donc c'est une tour qui se situe au croisement de la rue Watt et de la rue du Chevaleret, dans le 13e arrondissement de Paris, à la limite de la ZAC Paris-Rive-Gauche. Et donc c'est un quartier qui a subi une très grande, très importante transformation depuis 20 ans, et qui est passé d'un quartier industriel et infrastructurel très fortement marqué par la présence des voies de chemin de fer de la gare d'Austerlitz, vers un quartier contemporain qui est encore aujourd'hui occupé par de nombreuses opérations en travaux. Donc c'est un bâtiment qui appartient à l'histoire du quartier, mais qui vient d'une époque des années 70 où c'était la rationalité de l'aménagement qui présidait, et qui est très fortement marqué par l'histoire du quartier, c'est-à-dire une histoire très populaire et très industrielle. Donc ce bâtiment qui servait à loger des cheminots en transit est occupé par un plan d'étage courant qui est avec toujours les mêmes chambres qui se répètent sur 14 niveaux, et symbolise un petit peu le quartier tel qu'il était avant, avec ce pignon qui s'adosse aux voies de chemin de fer, puisque réglementairement on n'a pas le droit de s'ouvrir sur les voies de chemin de fer. Mais il y a un élément perturbateur qui est la couverture de ces voies de chemin de fer qui a profondément changé les conditions urbaines de ce quartier. Et c'est le point de départ de ce projet de transformation. Au préalable, des études avaient été faites sur différentes hypothèses, notamment la démolition de la tour et la présence d'une école que vous voyez dans le bâtiment à gauche, et de la cour de l'école en mitoyenneté presque de la tour, empêchait sa démolition et a orienté le maître d'ouvrage vers un procédé de rénovation énergétique thermique en premier lieu, mais qui a été l'opportunité de transformer la tour en profondeur. Et donc je vous dis, le quartier était fortement caractérisé par la présence de cette voie de chemin de fer qui vraiment fabriquait une rupture, une fracture dans l'espace public et empêchait le quartier de Rive-Gauche de se connecter avec le 13e historique, fortement occupé par du logement social et des usines. Et donc la transformation de ce quartier a opéré une forme de pression sur la tour qui l'a amené à se développer et à se transformer. Et sur le plan narratif, on a proposé une histoire qui essayait de changer l'image que même le maître d'ouvrage avait de cette tour, c'est-à-dire un vieux bâtiment obsolète des années 70 dont on ne savait pas trop quoi faire, qu'on savait juste qu'on ne pouvait pas le démolir à cause de la présence de la cour de l'école. Donc on a proposé une histoire où on a commencé à parler de ce bâtiment comme d'un organisme vivant qui, selon peut-être une forme d'évolution un peu darwinienne, serait amené à se transformer pour s'adapter à son environnement qui était lui-même en profond bouleversement. Donc c'est la couverture des voies de chemin de fer entrepris par la CEMAPA à partir des années 2000 qui a fortement transformé le caractère du quartier et qui a rendu la tour encore plus obsolète. Donc l'idée, c'était de proposer un processus de mutation de cette tour pour l'adapter aux nouveaux impératifs de développement écologique, sociaux, et aussi pour l'adapter aux nouvelles conditions urbaines de ce quartier en profonde transformation. Donc là, quelques images de la tour existante, une tour vraiment symptomatique d'une époque, un plan d'étage courant, un refend tous les 2 chambres, donc c'est des petites chambres de 16 mètres carrés, qui sont toutes les mêmes et qui donc se répètent d'étage en étage. Et puis enfin, la morphologie même de la tour, cette base carrée de 20 mètres par 20 mètres, implantée dans un foncier historique, faisait que la forme historique a généré plein d'espaces résiduels non valorisés,
Et donc on a commencé à raconter une histoire de comment est-ce que cette tour, qui n'était plus un objet mort en béton venu d'une autre époque, mais qui était un organisme vivant qui allait pouvoir, grâce à nous, comme des petits globules blancs, se transformer et s'adapter aux nouvelles conditions urbaines de ce quartier. Donc on voit l'entrée du tunnel de la rue Watt, qui est une rue bien connue dans l'imaginaire de ce 13e historique, et qui est recouvert donc par les voies de chemin de fer, ce qui fait que la tour aujourd'hui se retrouve vraiment adossée, collée contre le tablier des voies de chemin de fer. Donc ici on voit comment est-ce qu'on a comment est-ce qu'on a démoli la tour. Donc c'est l'entreprise DSP qui a mené cette démolition de la tour. Et donc en fait on a supprimé l'escalier historique qui était en pignon sur la tour, et on est vu, et ces petites machines sont venues grignoter les éléments à démolir. Et c'est une démolition qui a vraiment été faite de manière chirurgicale, et l'ensemble des gravats a été acheminé par le noyau central. Donc il y a vraiment l'idée que de ces petits éléments qui venaient, de ces petites machines qui venaient grignoter la tour pour préparer cette future transformation. Donc la tour, elle fait déjà 50 mètres, donc on est déjà à la limite de la 4e famille. Néanmoins, la couverture des voies de chemin de fer que vous voyez à gauche de l'image, qui recevra des bâtiments et un parc, nous a permis d'adapter, d'appliquer le plafond des hauteurs non plus depuis la rue du Loiret en bas, mais depuis la rue Louise Bourgeois, nouvellement créée, à partir du haut. Ce qui nous a permis de proposer une surélévation de 4 niveaux de cette tour. On a proposé de faire cette surélévation en bois, puisque sur le plan économique, pour être capable de réaliser cette surélévation, il fallait ne pas avoir à renforcer structurellement la structure de la tour. Donc le bois nous a permis de proposer une surélévation et une valorisation de la tour pour créer des surfaces supplémentaires et adapter encore une fois cette tour aux nouveaux usages, à la nouvelle manière de vivre qui a bien changé depuis les années 70, et d'adapter donc généralement cette tour à cette nouvelle manière de vivre. Donc on a 4 niveaux qui viennent en fait, qui sont à la hauteur du tablier, qui sont reportés sur la hauteur de la tour, ce qui fait qu'on se retrouve avec un bâtiment qui fait 50 mètres depuis la rue Louise Bourgeois, mais quasiment 60 mètres et quelques depuis la rue du Chevaleret, sans être un IGH, puisque la voie pompier est celle qui est située à 12 mètres au-dessus du sol. Donc ici on voit la surélévation bois, l'extension bois qu'on verra plus tard en façade, et puis la création du socle dont je vous parlerai tout à l'heure. Ici on voit donc les différents processus de transformation. Ce qu'on raconte, c'est toujours dans l'idée de cet organisme vivant qui se transforme, c'est que cette tour, elle va être amenée à se transformer selon 3 grands mouvements. Elle va s'élever, elle va se retourner et s'étendre. Donc on va venir construire une surélévation bois sur le toit, les 4 niveaux dont je vous parlais. On va venir construire tous les espaces résiduels que vous voyez au pied du bâtiment, de façon à insérer un équipement public en pied de bâtiment à destination des habitants du quartier, avec des bureaux. Et puis ici, on voit donc la surélévation et l'épaississement du bâtiment, qui en fait nous permet d'ouvrir la façade nord qui était précédemment aveugle, et donc de trouver des nouvelles vues sur Paris et d'ouvrir la tour sur Paris. Donc ici on voit le petit film avec la surélévation et l'extension sur la façade nord, qui nous permet de trouver de nouvelles chambres, de nouveaux logements avec vue sur Paris. Donc voilà l'extension réalisée par Rialan. Hop. Et voilà la façade nord avec comme des petites greffes qu'on serait venu appliquer sur la tour, de façon à lui permettre de trouver à la fois des nouvelles vues donc sur Paris et sur la banlieue, et puis de créer une nouvelle morphologie beaucoup plus découpée, alors que la tour précédente était vraiment caractérisée par son côté parallélépipédique assez sec. Donc on est venu vraiment fabriquer un épanelage qui allait être en mesure de créer des terrasses. Et donc on a vraiment, alors le projet a été étudié un peu avant la crise sanitaire, néanmoins on était déjà assez moteur on avait pris l'initiative de proposer un grand nombre de terrasses pour renouveler l'offre de logement et proposer des logements et des espaces collectifs relativement généreux, notamment dans les hauteurs, et ouverts avec de grandes terrasses, pouvant profiter de grandes terrasses. Donc ici on voit cette tour avant d'être revêtue de son manteau métallique, qu'on va voir un peu plus tard, avec donc l'extension au nord, et puis la surélévation sur le toit, et puis le pignon en béton qu'on est venu transformer en façade en ouvrant en fait des fenêtres de façon à créer des logements de ce côté-là.
Ici, on voit depuis la rue Cantagrel, donc c'est quand on descend la rue de Tolbiac, il y a vraiment une espèce de paysage très surprenant, avec cette tour au premier plan, les tours de Nouvelles un peu plus loin, et puis la silhouette de la ZAC qui se découpe, et qui contraste très fortement avec les formes historiques du quartier, qui sont constituées beaucoup de résidences sociales. Et donc on voit ici le projet tel qu'il était il y a, on va dire, 8 à 9 mois, avec la réalisation d'un pare-pluie en métal qui nous permettait d'être conforme à la réglementation incendie, autant pour l'existant que pour la partie en surélévation. Vous voyez l'état, donc ça c'est la perce du concours, mais aujourd'hui le bâtiment est quasi terminé avec le socle d'équipement au rez-de-chaussée sur 2-3 niveaux, l'entrée des logements depuis la partie haute, et puis ensuite le corps principal de la tour qui s'élève et qui ensuite se termine en une succession de terrasses. Donc on aime à dire qu'on est venu prendre un bâtiment monofonctionnel, monomatériaux, datant d'une époque, et on est venu le transformer de façon à rendre un édifice mixte sur le plan des programmes, puisqu'on vient insérer un équipement public, des bureaux, une maison de santé et des logements de différentes natures. Et puis mixte aussi sur le plan des systèmes constructifs, puisqu'on vient sur un bâtiment historique en béton, y adjoindre des éléments en bois et même une façade en pierre massive pour l'extension en pierre. Et donc voilà, on a pris un bâtiment monofonctionnel, monomatériaux des 30 Glorieuses, et on est venu restituer, et on vient restituer un bâtiment contemporain mixte sur le plan des matériaux et sur le plan des usages. Donc ça, c'est le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui, quasiment terminé. Il nous reste le socle à assembler, mais déjà, ça a bien avancé depuis que cette photo a été prise. Donc on voit ce profil, comment est-ce que le profil de la tour cherche à créer une relation et un dialogue avec les bâtiments du quartier, alors qu'avant, cette tour était vraiment un objet isolé qui paraissait presque une anomalie dans ce tissu profondément renouvelé. Voilà la façade historique de la tour, avec cette façade pignon qui était la façade sur Paris, hein, avec ces escaliers qui ont été démontés. Devant, bientôt, il y aura donc le square Martin Luther King devant, et puis des bâtiments qui vont être construits de part et d'autre. Et voilà la même façade au moment du concours, où on voit, en fait, on a choisi de laisser la lecture de l'extension et de la surélévation en bois en fabriquant des creux, des retraits et des terrasses, de façon à créer des terrasses. Et voilà la photo telle qu'elle est aujourd'hui, et on est en train de se préparer à livrer, où on voit que ce bâtiment qui était vraiment uniquement adressé rue du Chevaleret, aujourd'hui vient faire un rôle de pivot urbain entre la partie haute du 13e, le quartier de la Zacrise gauche, et la partie basse. Et on aime aussi l'idée que ce bâtiment, qui était vraiment un objet solitaire dans le quartier, devient un élément d'articulation urbaine, puisque en le longeant, on va pouvoir relier la partie haute et la partie basse du quartier, qui étaient auparavant relativement séparées. Aujourd'hui, il y a 2 entrées. L'entrée des équipements se fait par le bas, l'entrée des logements se fait par le haut. Et ainsi, cette tour, encore une fois, qui était un peu une étrangeté, est traitée de manière assez urbaine, en utilisant les différents niveaux de sol de façon à réaliser différentes entrées. Voilà les quelques images qui vous permettent de comprendre comment est-ce que le bâtiment a été réinséré dans un tissu urbain. Le socle est recouvert de pierres. Les façades sont recouvertes de métal déployé avec ce pare-pluie en acier qui est une des particularités et qu'on utilise beaucoup maintenant dans les bâtiments en 4e famille, avec une forte proportion de matériaux biosourcés, notamment en structure. Et puis le socle, donc on voit le métal déployé qui est venu vraiment draper l'ensemble de la façade de façon à créer une unité. L'idée, c'était vraiment de fabriquer une tour contemporaine sans chercher forcément à montrer la surélévation bois par rapport au socle béton, puisque l'idée c'était de restituer une tour complètement renouvelée et pas simplement une surélévation d'une tour existante. Donc voilà la maille, on a simplement fait varier la dimension des mailles du métal déployé de façon à faire vibrer la façade. C'est un projet qui a vraiment été mené avec une très forte économie en conceptualisation pour un bailleur social. Donc on a vraiment cherché à fabriquer un effet assez important, assez spectaculaire, on va dire, mais avec un matériau très simple. Donc on aime bien le métal déployé parce que c'est un matériau dont la ressource de base, le produit fini et le fait d'être déployé est plus grand que la tôle utilisée pour le fabriquer. Donc ça nous paraît aussi assez intéressant. Et puis là, vous voyez la transformation qui a été faite sur les logements avec donc, les cellules telles qu'elles étaient auparavant. Et donc on prend 3 logements pour en réaliser 2.
et ils sont complètement transformés. Les sanitaires étaient sur les paliers, ils sont intégrés bien sûr à chaque chambre. Donc les chambres, elles sont agrandies et elles sont entièrement transformées. Voilà, je vous passe quelques... Donc là, on est sur le toit de la partie existante au début de la surélévation. On voit un logement type avec sa terrasse. La particularité aussi de la surélévation, et ce qu'on pourrait difficilement faire en neuf, c'est que... tu as enlevé des photos. C'est que on retrouve des très grandes terrasses qui font près de 80 mètres carrés et qui sont associées à 3 logements. On a choisi aujourd'hui de ne pas forcément les cloisonner de façon à laisser les habitants les fermer ou pas d'ailleurs en fonction de leur relation de voisinage. Mais en tout cas, on a quasiment 30 mètres carrés de terrasse pour 20 mètres carrés de logement, quoi. Donc c'est aussi la surélévation bois et le travail sur l'existant et l'application du PLU, puisque c'est le PLU qui nous a imposé en fait, de faire un retrait qu'on a proposé de transformer en terrasse, qui nous a permis aussi de faire des logements de qualité. Donc le projet repose sur une transformation générale de la tour, une reconstruction des espaces de circulation, des noyaux de circulation, une isolation par les serres de l'ensemble des façades, une réétanchéité, bon, évidemment il y a l'étanchéité entièrement refaite, il y a une isolation complète des planchers hauts, des planchers bas, enfin des toitures et des planchers bas, et une optimisation des logements techniques. Donc on aime vraiment l'idée qu'on est venu faire une mise à jour de cette tour et vraiment l'adapter à ces impératifs de transition énergétique et écologiques et sociaux. Donc je vous passe un peu les détails qui sont présents dans le dossier de presse. Donc je vous disais que l'application du PLU et de ses retraits nous a permis de faire des très grandes terrasses. Donc vous voyez que la terrasse la plus basse, c'est la fameuse terrasse qui est commune à 3 logements. La terrasse intermédiaire est une terrasse privative, avec un logement qui fait une vingtaine de mètres carrés, qui a une terrasse de 50 mètres carrés. Et puis la terrasse du haut, qui fait le tour du bâtiment, et elle, la terrasse qui est liée à la salle collective, qui est une salle commune polyvalente, qui est équipée pour faire du sport avec les ventilations adéquates, mais qui sert aussi de lieu de travail ou de lieu de fête, avec une vue évidemment à quasiment 360 degrés sur Paris. Comme on peut le voir ici, elle cadre bien sur les tours du haut. Voilà, les images de la terrasse que je cherchais. Voilà, donc c'est vraiment un bâtiment qui est assez important pour nous, puisque de plus en plus dans Paris, qui est une des villes les plus denses du monde, avec plus de 22 000 habitants au kilomètre carré, avec un tissu historique extrêmement dense, extrêmement compact, avec une forte mitoyenneté entre les bâtiments, une forte proximité en tout cas, cette idée de transformer et de non plus démolir, évidemment, est une idée qui fait sens et qui est de plus en plus poussée par les collectivités, par les pouvoirs publics. Et donc cette tour aujourd'hui, au sein de notre travail représente vraiment cette idée de recyclage urbain et de transformation urbaine, et on aime bien associer l'idée d'un projet urbain, puisqu'on l'a vraiment pensé comme un projet urbain avec des éléments permanents, des éléments changeants. On aime vraiment bien l'idée d'appliquer cette dimension urbaine à cette espèce d'objet des 30 Glorieuses qui était dans l'esprit de notre maître d'ouvrage bien peu valorisé, et toute l'histoire qu'on a racontée de cette idée d'un organisme vivant qui allait être amené à évoluer a permis aussi de revaloriser l'image même du bâtiment dans l'esprit du maître d'ouvrage, dans l'esprit de nos interlocuteurs de la mairie du 13e aussi et de la CEMAPA, puisque c'était un vieux bâtiment dont tout le monde se demandait un peu ce qu'on pouvait en faire, qui porte aujourd'hui des valeurs de transformation et d'économie qui nous paraît assez adapté aux impératifs contemporains de la transformation de la ville sur la ville, et le fait que ça vienne d'un objet des 30 Glorieuses un peu esselé nous paraît avoir du sens. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu le temps, mais en tout cas, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. On va passer à la dernière présentation de l'après-midi. Retour de plusieurs expériences de rénovation